Le Premier ministre, je crois, hier a présenté une stratégie qui est solide, qui est claire et qui repose sur des fondamentaux qui sont les bons pour le pays. À titre personnel, les 2 jours fériés en moins, ça vous convient? Non, mais moi, je parle jamais à titre personnel, vous savez. Tu mens! Il ment! Est-ce qu'il faut revenir sur des jours fériés? Moi, je ne suis pas favorable à cette méthode. Je ne suis pas favorable parce qu'on a déjà essayé, parce que ça n'a pas très bien marché, parce que c'est pas clair, parce que c'est une complexité absolument abyssale pour tout le monde et parce que, à la fin, ça renvoie à des complexités, les entreprises ne le font pas de la même manière, il faut que ce soit optionnel. Nous adorons les débats, moi aussi, mais si on pouvait s'économiser en plus le débat de savoir quel jour férié on choisit, ce serait formidable. Et il y a un problème, hein. Il y a un problème, là. J'ai regardé l'allocution de M. Bayrou, là, le Premier ministre. Il est sympathique, le gars. Et ouais, il propose qu'il enlève les jours fériés, les 8 mai, et puis un autre jour comme ça. Bon, pour travailler plus, gagner plus d'argent. J'ai pas de problème, moi, avec ça, hein, franchement. Mais à ce moment-là, le mec aussi, il essaye de nous rapatrier tout l'argent des paradis fiscaux. Il y a du pognon, hein. Et puis, il supprime les indemnités des sénateurs, des députés, des ministres et tout ça, qui ont des 14e mois, 16e mois, plus les pensions, plus les trucs là. Ils ont les restaurants gratuits, ils ont des chauffeurs, des secrétaires et plus des... Putain, moi, j'ai pas de problème avec ça. Moi, je veux bien. Mais à ce moment-là, on est tous au même niveau, quoi. Moi, je vais bien faire des efforts, mais s'il fait pas d'efforts, le gars, il y a un truc qui va pas, il y a un problème. Hein. Il a raison. Il faut travailler plus. Il va travailler 2 jours de plus et ces 2 jours ne feront pas 2 jours de salaire en plus. Il faut que toute la nation travaille plus. Avec par exemple la possibilité de monétiser la 5e semaine de congé payé. C'est pas aux salariés eux-mêmes de se payer un peu plus de marge de manœuvre pour boucler les fins de mois en rognant sur leur congé. Tout cela est un peu vertigineux, mais 211 milliards. Le Premier ministre veut culpabiliser les Français. Ces derniers dépenseraient sans compter, alors même que ce sont les gouvernements successifs d'Emmanuel Macron qui ont creusé le déficit. Il y a plus de 50 ans que notre pays, tout courant politique confondu, n'a pas présenté un budget en équilibre. 50 années que nos dépenses publiques dépassent chaque année les recettes. À Matignon, on préfère plutôt faire payer les pauvres que les riches. Un rapport du Sénat vient de mettre en évidence la somme si importante que l'État apporte aux entreprises 211 milliards sur une seule année. Ces 211 milliards se décomposent en exonération fiscale et sociale, en subventions directes et en participation de la Banque publique d'investissement. Un peu plus de 2000 dispositifs permettent de distribuer cette manne. Les aides aux entreprises constituent ainsi le premier poste de dépenses de l'État. On comptait en 2023 pas moins de 255 dépenses fiscales en faveur des entreprises pour un coût supérieur à 43 milliards d'euros. Certaines dépenses fiscales sont évaluées ponctuellement, mais la majorité des dépenses fiscales majeures réchappent à une évaluation régulière par un organisme dédié et selon une méthodologie concertée et harmonisée. Il faut travailler plus. Il faut que toute la nation travaille plus. Je propose donc que 2 jours fériés soient supprimés pour tout le pays. Je cite comme exemple, mais je suis prêt à accepter d'autres idées, le lundi de Pâques, qui n'a aucune signification religieuse, et le 8 mai. Je voudrais, Monsieur le Président, juste verser à la sagacité collective un élément. Tous les 1er janvier, nous recevons le tableau de où sont positionnés les jours fériés. Notre salaire ne change pas si les jours fériés tombent plus souvent les samedis ou les dimanches, ou s'ils tombent plus souvent les jeudis ou les mardis. Ce que je veux dire. Jean-Pierre Bataille. Je vois précisément, mais notre salaire n'est pas défini au nombre de jours fériés effectivement travaillés. Un objectif également d'incitation à augmenter le temps de travail dans un contexte où déjà 4 salariés sur 10 font des heures supplémentaires, avec par exemple la possibilité de monétiser la 5e semaine de congé payé. Ça fait partie du musée des horreurs. C'est pas aux salariés eux-mêmes de se payer un peu plus de marge de manœuvre pour boucler les fins de mois en rognant sur leur congé. C'est pourquoi le fameux abattement de 10% pour le calcul de l'impôt sur le revenu pour les retraités. Alors, c'est pas les pensions de retraite, c'est la part dans le calcul de l'impôt sur le revenu de ces pensions de retraite. Ce sont des pensions de retraite pour frais professionnels. On peut vérifier que
des avantages pour frais professionnels pour les retraités ne sont pas absolument justifiés, mais il ne faut pas toucher les petites retraites et les retraites moyennes. C'est un chiffre qui donne le vertige. 211 milliards d'euros. Pas pour l'hôpital, pas pour l'école, pas pour les retraites. Non. 211 milliards d'euros versés chaque année aux grandes entreprises, sans contrôle, sans suivi, sans transparence. Et pendant ce temps, on nous dit qu'il faut serrer la ceinture, couper dans le RSA, ponctionner les étudiants, presser les retraités. C'est une arnaque d'État. Et François Bayrou, pris la main dans le sac, vient de dérailler en direct. Tout commence au Sénat. Une commission d'enquête planche sur les aides publiques versées aux entreprises. L'opacité est totale. Les montants varient du simple au quintuple selon qui parle. Une estimation floue ici, une approximation douteuse là, jusqu'à ce que le chiffre explose au grand jour. 211 milliards d'euros. C'est plus que le budget de l'éducation nationale. C'est plus que l'ensemble du système hospitalier. Et c'est totalement hors radar. Face à ces révélations, François Bayrou, haute figure du pouvoir macroniste, perd les pédales. Interpellé par Aymeri Tanguy, député vigilant et redoutable, il vacille, bafouille, esquive. Mais Tanguy a mieux, il brandit les preuves. Factures, rapports, tableaux, tout démontre un système où l'État distribue des chèques géants à des multinationales qui délocalisent, licencient ou versent des dividendes records à leurs actionnaires. Un cas emblématique, Michelin. 4,9 millions d'euros d'aide et des centaines de licenciements. Le tout alors que l'entreprise affiche des bénéfices colossaux à l'échelle mondiale. Et les machines achetées avec l'argent public, même pas utilisées en France. Mais ce n'est pas une exception. C'est une méthode, un détournement systémique et légal orchestré sous nos yeux. Les grandes entreprises, souvent installées dans des paradis fiscaux, récupèrent des milliards, puis optimisent, évitent l'impôt et encaissent. Pendant ce temps, les PME étouffent, les services publics coulent et les Français crèvent à petit feu sous l'inflation. Et le plus obscène, les contrôles. Ou plutôt, leur absence. Pour le RSA, pour les chômeurs, pour les retraités, c'est la traque. Fiches mensuelles, preuves de recherche d'emploi, menaces de radiation. Mais pour les 211 milliards aux entreprises, rien. Pas une condition, pas une sanction, pas même un tableau de suivi. L'argent coule à flot sans contrepartie. L'État a littéralement perdu la trace de milliards d'euros. Tanguy le dit clairement, avec seulement 10% de récupération sur ces aides inutiles, c'est 20 milliards d'euros qu'on pourrait retrouver. De quoi financer nos hôpitaux, nos écoles, notre transition écologique, de quoi soulager des millions de Français. Mais non, mieux vaut matraquer les pauvres que toucher au sacro-saint patronat. Et Bayrou dans tout ça, il s'indigne qu'on ose poser la question. Il parle de confiance, de soutien à l'économie, d'aide à la compétitivité. Mais jamais il n'évoque les délocalisations, les dividendes ou les scandales. Son monde est celui des élites, des lobbies, des cadeaux fiscaux, pas celui des Français. Et voilà le cœur du scandale. Ce n'est pas une erreur, c'est un choix politique, un choix assumé, cynique, de soutenir le capital contre le social, le profit contre le peuple. Alors les questions qu'on doit tous se poser aujourd'hui est simple. Combien de temps allons-nous encore supporter ça? Parce que si 211 milliards peuvent s'évaporer sans un mot, sans un débat, sans un cri, alors c'est que notre démocratie est déjà en train de s'effondrer. Et si ça ne vous donne pas envie de rester aux aguets tous les jours, alors rien ne le fera. Alors que le gouvernement Bayrou prépare de nouvelles coupes budgétaires et une nouvelle taxe, la TVA sociale, David Guiraud a dévoilé un véritable scandale d'État sur la TVA à l'Assemblée nationale. Il y a un an, je disais à cette tribune que si la population comprenait parfaitement notre système budgétaire, il y aurait une révolution demain matin. À la lecture des documents budgétaires dont nous débattons ce jour, je maintiens ma position et j'entends approfondir la démonstration suivante. Par son budget, le gouvernement français pille son propre peuple et par son budget, le gouvernement français règne par le mensonge, la dissimulation et l'absence de vote démocratique. J'ai l'intention de marteler ces éléments parce qu'ils sont essentiels à la compréhension des événements, mais aussi parce qu'ils sont basés sur des faits
incontestable, chiffré, documenté, auquel vous n'avez d'ailleurs jamais vraiment répondu. Certains nous accuseront de répéter les mêmes choses que l'année passée, alors je répondrai, comme le poète, que si on nous reproche les mêmes colères et les mêmes foutus thèmes, c'est parce qu'on fait de la politique populaire dans tous les sens du terme. Avec vous, les esprits sont descendus à force de les réduire, alors nos discours ne seront entendus qu'à force de les dire. Les chiffres du budget semblent annoncer un désastre pour la France. Vous le répétez tellement qu'on en vient à se demander si cela vous préoccupe ou si cela vous arrange. Le déficit public est à moins 5,8% du produit intérieur brut, c'est-à-dire que l'État dépense 152 milliards d'euros de plus que ce qu'il ne gagne. La dette publique, quant à elle, se creuse d'année en année, est elle ici établie à 3 305 milliards d'euros. Ce qui est fou, c'est que cela fait plus de 20 ans que tous les gouvernements qui se succèdent nous assènent comme des coups de matraque, que la priorité absolue est de désendetter la France, que la question de la dette est la justification de toutes vos politiques antisociales, de tous les renoncements, du dépouillement des services publics comme des Français, pour qu'au final, plus de 20 ans plus tard, on en soit toujours rendu au même point. Empire. Le niveau de stupidité économique et de médiocrité de ceux qui nous gouvernent fait peur, à tel point que je crois bien que c'est pour ce genre de politiciens qu'il y a marqué « ne pas boire » sur les bouteilles de shampoing. Ces chiffres sont certes préoccupants parce qu'ils remplissent une fonction, celle de créer un choc suffisamment puissant sur les débats publics pour que tous vos éléments de langage saturent la pensée, paralysent les consciences et empêchent l'expression d'une alternative politique. Car oui, ces chiffres de la dette et du déficit sont préoccupants si on les regarde aussi idiotement que les vaches regardent passer les trains. Mais il faut rapprocher ce constat d'un autre constat dont on parle beaucoup moins. Ce constat, c'est que les recettes fiscales nettes de l'État, c'est-à-dire l'argent qu'engrange l'État français, n'ont jamais été aussi élevées de notre histoire. Pour témoigner de cet enrichissement, il suffit de regarder l'argent récolté de nos impôts depuis 2017, soit le premier mandat d'Emmanuel Macron. En 2017, les recettes fiscales nettes de l'État lui rapportent 295 milliards d'euros. Après le Covid, les recettes fiscales nettes de l'État lui rapportent en 2021 la même somme, 295 milliards d'euros. Ensuite, les recettes de l'argent issu des impôts explosent. Elles passent à 323 milliards d'euros en 2022, puis 325 milliards d'euros en 2025. Ce qui n'est pas fini, c'est qu'il faut rajouter à ce montant un argent colossal qui nous est caché, qui n'apparaît plus dans les recettes fiscales nettes de l'État, l'argent de la TVA. Gardez votre salive, chers collègues, et puis si vous voulez gueulier, il fallait être plus, parce que là, on vous entend très peu. Cet argent est tellement caché que depuis 2024, l'État a adopté une nouvelle convention comptable concernant les niches fiscales du pays, qui lui permet de cacher plus de 12 milliards d'euros de dépenses fiscales qui reposent sur la TVA. Cette convention comptable a même été dénoncée par la Cour des comptes, car elle réduit le montant des dépenses fiscales de l'État en les faisant passer de 23 milliards d'euros à l'origine à seulement 11 milliards d'euros. Ces niches fiscales sont désormais disparues. Aussi introuvables qu'un macroniste ou un le péniste lorsqu'il doit s'opposer au génocide de Gaza. La TVA, c'est l'impôt le plus dur et le plus injuste pour les Français, et ceux des classes populaires et moyennes. Cet impôt a littéralement explosé depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, sous l'effet notamment de la hausse générale des prix qui a considérablement appauvri les Français. En 2017, on récoltait 163 milliards d'euros de TVA. En 2019, on récoltait 179 milliards d'euros de TVA. En 2021, on récoltait 186 milliards d'euros de TVA pour arriver en 2024 à 212 milliards d'euros de TVA, et on s'attend à 222 milliards d'euros de TVA en 2025. Et pourtant, les documents budgétaires qui nous indiquent aujourd'hui que l'État n'a engrangé seulement que 96,8 milliards d'euros d'issus de la TVA. Il manque donc dans les documents budgétaires de l'État la somme de 115 milliards d'euros de la TVA, soit les 2/3 du déficit public français de l'année 2024. Où est passé l'argent de la TVA? J'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer, je vais le refaire tant il s'agit d'un scandale d'État. Sous Emmanuel Macron, l'argent de la TVA a été détourné massivement du budget de l'État. Avant Emmanuel Macron, de 2013 à 2018 par exemple, l'argent de la TVA allait quasiment à 100% dans les poches de l'État français. Seule une toute partie allait vers la sécurité sociale dans des proportions faibles. L'argent transféré par l'État vers le budget de la Sécu ne représentait que 5 à 10% du produit total de la TVA. Pour donner une image, pour 100 milliards d'euros de TVA récoltés, 5 à 10 milliards d'euros partaient vers la Sécu. À partir de 2019, les transferts de TVA explosent. D'un coup, l'État se met à transférer 46 milliards d'euros d'argent de la TVA vers la sécurité sociale. De ce fait, 26% du produit de la TVA a migré d'un coup vers la Sécu. Et depuis cette date, les montants des transferts explosent. On passe à 53 milliards d'euros de TVA transférés à la Sécu en 2021, puis à 57 milliards d'euros transférés en 2022, et pour l'année 2024, nous en sommes à 58 milliards d'euros de TVA transférés. La raison de ces transferts est tout aussi scandaleuse. Elle est révélée dès 2019 par la Cour des comptes, qui évoque dans son rapport sur les recettes fiscales de l'État, je cite, « l'affectation aux administrations de sécurité sociale d'une nouvelle fraction importante de TVA, prenant principalement en charge le coût des baisses de cotisations sociales décidées en contrepartie de la suppression du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. L'État
français a donc fait porter à la sécurité sociale le poids d'une politique destinée aux grandes entreprises en la forçant à se priver de milliards d'euros à cause des exonérations de cotisations. Mais pour éviter l'implosion d'une sécu sociale privée de cotisations, le gouvernement a fait financer ses cadeaux aux entreprises avec l'argent de la TVA. L'argent issu de l'impôt le plus injuste est donc directement aspiré par l'État pour le redonner immédiatement au grand patronat. La conclusion est simple, elle est sans appel. Les gouvernements sous Emmanuel Macron nous imposent depuis plusieurs années une TVA sociale de 5 points de PIB tous les ans, sans débat, sans vote sur le sujet. Mais ce n'est pas tout. On a parlé ici d'une TVA sociale de 60 milliards d'euros, mais il ne manque pas 60 milliards d'euros de TVA, comme je l'ai dit, qui sont volatilisés. Il en manque presque le double en 2024. Il manque 115 milliards d'euros. Donc il y a encore plus de 50 milliards d'euros de TVA à retrouver, et on les a retrouvés dans ce texte. Il s'agit d'un transfert de 53 milliards d'euros de TVA aux collectivités locales en 2024, et ce pourquoi ? Pour là aussi compenser des cadeaux fiscaux faits, encore une fois, aux grands groupes avec la fin de la CVAE, et pour compenser aussi la fin d'un impôt qui touchait certes en partie la classe moyenne, mais surtout les Français les plus riches. Cet impôt, c'était la taxe d'habitation. La conclusion est simple, elle est sans appel. Les gouvernements sous Emmanuel Macron nous imposent depuis plusieurs années non pas une TVA sociale, mais quelque part 2 TVA sociales pour un montant de plus de 110 milliards d'euros en 2024. Et il y a un enseignement d'une importance capitale, une leçon s'il fallait en retenir une, extrêmement importante dans ce que je dis qu'il faut retenir. Sauf quand il s'agit des plus riches avec la fin de l'ISF notamment, j'y reviendrai, les baisses d'impôts sous Emmanuel Macron n'existent pas. Les baisses d'impôts sous Emmanuel Macron sont un mensonge. Parce que ce soit la taxe d'habitation, que ce soit la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, que ce soit les exonérations massives de cotisations sociales, tous ces impôts ont été compensés, ils n'ont pas disparu, ils ont été payés. Ils ont été payés par les Français via leur impôt principal, qui est la TVA. Et par conséquent, il n'y a pas eu de baisse d'impôts, il y a eu une reconfiguration de ces impôts, et donc une reconfiguration de qui payait ces impôts. Et c'est là le plus scandaleux, c'est là qu'est organisé le pillage, c'est là que s'explique à la fois le dépouillement de l'État, mais aussi l'appauvrissement généralisé et la destruction de nos services publics. Quasiment toutes les baisses d'impôts décidées par Emmanuel Macron ont été payées en réalité par un impôt sur la consommation de la masse des Français, des classes populaires et moyennes. Quasiment toutes les baisses d'impôts à destination des multinationales et les plus riches ont été payées argent comptant par la masse des Français via l'impôt le plus injuste qui existe. Même la fin de la taxe sur l'audiovisuel public, plus connue sous le nom de redevance télé, que le gouvernement a présenté comme un petit coup de pouce pour le pouvoir d'achat des Français, a été compensé aussi par l'argent de la TVA. Et le pire là-dedans, c'est que nous avons face à nous des dirigeants comme le Premier ministre Bayrou qui osent nous évoquer l'idée d'une TVA sociale, mais il faudrait dire d'une nouvelle TVA sociale, d'une 3e TVA sociale, pour faire encore partir notre argent en fumée dans des politiques qui ne ramènent rien de bon pour ceux qui sont dans le besoin et qui vampirisent tout pour ceux qui vivent déjà dans l'abondance. Comment s'étonner alors que notre société s'engouffre dans l'instabilité politique et sociale? Comment peut-on encore rester les bras croisés et s'étonner qu'en définitive, la colère dans le pays augmente aussi vite que les prix dans les Outre-mer? Alors on nous répète partout pour justifier ce cambriolage destructeur, car oui, c'est un cambriolage où vous feriez passer Spadjari ou Mesrine pour des amateurs. On nous répète partout que vous comprenez, les plus riches font tenir la France, c'est eux qui font tourner le pays en payant le plus d'impôts et blablabla. Et pourtant, la vérité est la suivante. D'une, l'impôt sur le revenu n'est clairement pas la première source d'impôt en France, c'est la TVA. Mais d'autre part, les plus riches, on le sait, ont été bien épargnés par les impôts sous Emmanuel Macron avec la transformation de l'impôt sur la fortune en IFI, c'est moins 4,5 milliards d'euros de recettes pour l'État selon France Stratégie en 2023, ou la flat tax qui représente 1,8 milliard d'euros pour le budget selon le projet de loi de finances 2022. Mais surtout, même après ces baisses d'impôts ciblées sur les plus riches, l'infamie continue, puisqu'une note du Trésor de 2024 nous apprend que sur une année comme l'année 2023, tous les Français ont payé plus d'impôts sauf les plus riches. Je répète, tous les Français ont payé plus d'impôts, sauf les plus riches. En 2023, l'impôt net des 10% les plus aisés a reculé de 0,1% et leur taux d'imposition réel passe de 17,5 à 15,2%. Pourquoi tout le monde fait un effort pendant que les 10% les plus aisés restent sur les bancs à regarder? Tout simplement car les riches payent, dans l'absolu, peut-être un peu plus d'impôts, mais parce que c'est aussi eux qui bénéficient le plus des dispenses d'impôts, même aujourd'hui, même après tous les cadeaux qu'on leur a fait. Et je conjure les Français honnêtes qui m'écoutent de comprendre un fait budgétaire, un fait mathématique, c'est que contrairement à ce qu'on leur répète à longueur de journée, contrairement à ce poison qu'on leur injecte en permanence dans les veines pour diviser, donc pour mieux régner dans ce pays, il n'y a qu'un assistanat, et c'est celui des riches. Et je vous donne 2 exemples pour que vous puissiez réaliser. Aujourd'hui, on a un crédit d'impôt assez connu,
le crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile. La Cour des comptes nous dit que c'est la deuxième niche fiscale de l'État. L'État donne en effet de l'argent pour aider les familles qui emploient du personnel de ménage notamment, et ça coûte 6,7 milliards d'euros à l'État. C'est pas en soi une dépense inutile pour tout le monde, après tout, car pourquoi pas aider les travailleurs, par exemple, à déclarer des personnels de ménage, les régulariser, etc. Mais regardez bien comment partout et tout le temps, les plus riches sont favorisés et les plus modestes sont négligés. Dans ce crédit d'impôt, la Cour des comptes note que 10% des Français les plus riches reçoivent en moyenne de l'État 2 426 € par an pour ce crédit d'impôt. Je répète, 2 426 € par an, soit presque 2 SMIC. Au total, l'aide de l'État pour les 10% les plus riches monte à 1,1 milliard d'euros, tandis qu'un foyer qui fait partie des 10% les plus pauvres, lui, va recevoir en moyenne de l'État seulement 838 €. Au total, l'aide de l'État pour les 10% les plus pauvres ne dépasse pas les 400 millions d'euros, ce qui veut dire que sur la deuxième niche fiscale de l'État, l'État aide 3 fois plus les 10% les plus riches qu'il n'aide les 10% les plus pauvres. Autre exemple, l'abattement fiscal de 10% sur les pensions de retraite. Ça, c'est la troisième niche fiscale de l'État qui nous coûte 4,8 milliards d'euros en 2024. Là aussi, on peut se dire c'est une niche fiscale qui pourrait aider nos retraités les plus en difficulté. Eh bien, là aussi, cette aide de l'État profite peu aux plus pauvres et beaucoup aux plus riches. La Cour des comptes nous apprend ainsi, je cite, « Le bénéfice par ménage est ainsi de moins de 8 € par an pour les 30% les moins aisés, contre plus de 900 € par an pour les 10% des ménages les plus aisés. Donc, les 10% des ménages les plus aisés captent 30% du coût de cette dépense fiscale et donc 1,4 milliard d'euros. Voilà le résultat de ce qui s'appelle une politique de classe menée avec intensité, avec férocité, à tous les niveaux de notre société. Et c'est précisément parce qu'il s'agit d'une politique de classe que ce gouvernement qui veut sabrer toutes les dépenses publiques, qui s'en prend à nos fonctionnaires, qui refuse d'investir dans la transition écologique, qui s'oppose à toute augmentation de salaire et des minima sociaux, et qui laisse notre économie en souffrance, c'est précisément parce que c'est une politique de classe que ce gouvernement n'ira jamais chercher d'économie sur sa propre classe sociale, les grandes fortunes et les plus fortunés. Évidemment, ce discours budgétaire constitue aussi un plaidoyer pour l'unité de notre peuple. Car nous sommes bien conscients qu'à mesure que les richesses nationales sont aspirées par le pouvoir en place, à mesure qu'elles diminuent, à mesure que les services publics s'effondrent, à mesure que les frustrations s'accumulent dans les cœurs faute de moyens et que la rancœur grandit dans les foyers, le racisme vient jouer son rôle, celui de désigner des coupables à portée de main alors que le pouvoir est, lui, si lointain. Le racisme vient proposer à ceux qui ont l'impression que leur vie leur échappe, à ceux qui ont l'impression de disparaître, ce racisme vient leur proposer d'exister à nouveau, mais en écrasant les autres. Nous proposons, appuyés par les faits budgétaires que j'ai présentés, non pas de vivre sans colère, mais de la canaliser et de la rediriger là où elle doit être redirigée, vers l'État et vers ceux qui nous écrasent. Car bien sûr, il y a de la colère dans mes propos, mais comment rester sage vu l'état de la France que l'on nous propose? Car quand bien même le gouffre entre les Français semble immense tellement il a été creusé, sans discontinuer par des responsables politiques et médiatiques aussi cyniques que besogneux, il y a bien une chose de commun entre tous les Français, ce sont les puissants qui nous harcèlent. Car collègues, prenez conscience de la colère que votre politique va créer et est en train de créer. Car l'humiliation est puissante et elle peut galvaniser des millions de gamins aux rêves subtilisés. Bien sûr, avec les œillères qui sont les vôtres, vous verrez cet appel à un retour à la paix sociale comme une perturbation, mais après tout, qui peut prétendre faire de la politique sans prendre position? Nous connaissons vos méthodes. Ces derniers temps, vous dissimulez votre violence en parlant de nous et en vérité de millions de Français qui contestent comme d'une meute de chiens déchaînés. Mais si la seule négociation avec vous concerne la longueur des chaînes de nos voisins, demandez-vous comment les Français ne finiront pas par vous mordre si vous les traitez comme des chiens.